Bonjour, chers spectateurs de VOD YouTube. Maintenant, nous allons voir les artefacts. Les artefacts de pouvoir. Le premier, arme des damnés. Nous avons 6 artefacts. Fils de l'ombre. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si le jet de touche non modifié pour une attaque avec cette arme donne 6, cette attaque inflige des 3 blessures mortelles et la séquence d'attaque se termine. N'effectuez pas de jet de blessure ni de sauvegarde. Ça pourrait être pas mal si vous aviez un héros qui allait infliger une flopée d'attaques considérable avec une de ses armes de mêlée. Ce n'est pas le cas. De toute façon, d'un point de vue général, les objets magiques d'armes pour une armée pour ce type d'armée ne vont être que d'un intérêt limité. Fauche-les-peines. Deuxième objet. Il faut que j'accélère un peu parce que quand même ça fait un bout de temps que je parle. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Avant d'attaquer, avec cette arme, jetez 2d6. Si le jet est supérieur à la bravoure de la cible, la caractéristique de perforation de cette arme devient -3 pour les attaques contre une des cibles. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant que ce qu'on a vu précédemment. Hein, infliger un -3, enfin avoir une perforation de 3 à votre arme, c'est tout à fait intéressant. Après, je vais très brièvement regarder les armes de vos différents héros qui peuvent recevoir un objet magique, donc pas Requenor. Donc -1, -1, -1, enfin, et pas Kurdos non plus. -2, -1, -2, -1, -2, -2, -1. Donc en fait, vous avez déjà une perforation d'armure qui est tout à fait intéressante. D'ailleurs, vous avez toujours au minimum -1 et même parfois -2. Donc de toute façon, en fait, en vrai, c'est un objet intéressant. Est-ce que vraiment vous voulez utiliser l'option d'avoir un objet vraiment intéressant pour celui-là, dont le résultat est en fait finalement assez mitigé, puisque vous avez là des caractéristiques de perforation d'armure qui sont tout à fait correctes? Ben en fait, non. Troisième objet, lame de feu maudit. Choisissez une des armes de mêlée du porteur, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts. Ben en fait, proportionnellement, c'est plus intéressant que l'aptitude précédente. Mais malgré tout, c'est toujours pas une super arme. Quatrième arme, inciseur. Après avoir choisi le porteur pour combattre, mais avant de le faire engager, vous pouvez choisir une figurine ennemie à 1 pouce ou moins du porteur et jeter un dé. Si le jet est supérieur à la caractéristique de blessure de la figurine choisie, elle est tuée. Donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant que les trois objets qu'on a vus précédemment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, vous allez sélectionner une figurine en particulier, donc on a déjà dit sélectionner une figurine en particulier, ça peut être très pratique. Et ensuite, et bien là, ça vous assure clairement de pouvoir dégager n'importe quelle figurine qui a 1, 2 points de vie qui vous gêne en face de vous. Ça peut être très pratique. Donc là déjà, imaginons qu'on n'ait que ces 4 objets magiques à disponibilité, vous prendrez celui-là et pas les 3 précédents. Cinquième objet, jugement du bureau. Choisissez une arme de mêlée du porteur, ajoutez 1 objet de touche et de blessure pour les attaques effectuées avec cette arme. Donc là, on a un fiabilisateur qui peut être très efficace, sachant que vos héros vont en général du 3+, pour toucher et pour blesser. Là, vous allez tout simplement toucher et blesser sur du 2+. C'est déjà, voilà. Là, on est sur un fiabilisateur qui, proportionnellement, est quand même beaucoup plus intéressant que tout ce qu'on a vu auparavant. Même si le quatrième objet se défend, il faut quand même réussir à faire un jet qui soit supérieur à la caractéristique de blessure de l'adversaire. Ça peut se tenter, mais malgré, parce que c'est pas égal ou supérieur, c'est clairement supérieur. Donc voilà. À ce moment, vous allez cibler des unités qui ont 3 à 4 points de vie. Là, vous serez très content si vous y arrivez, mais c'est quand même moins évident. Ensuite, sixième objet, lame stridente. Soustrayez 1 objet de touche pour attaque effectuée avec les armes de mêlée qui ciblent le porteur. Donc là, on commence avec, si on commence à cumuler cet objet-là avec le trait de commandement qui fait un -1 pour toucher au tir, donc là on fait un -1 pour 2, il a -2 pour être touché au tir parce qu'on prend en compte qu'il va bénéficier de la tension messire, la règle de la tension messire, et du coup il aura aussi un -1 pour être touché au corps à corps. Là vous allez vous retrouver avec un héros, un général pour le coup, un général qui va être plutôt très résistant. Donc de mon point de vue, en fonction de la stratégie que vous allez adopter en termes de avec votre héros,
vous allez voilà, choisir, est-ce que vous êtes plutôt sur le 5e objet ou le 6e objet. Mais, fort heureusement, ce ne sont pas que les seuls objets auxquels vous avez accès, il reste encore 2 catégories d'objets, les reliques des sous-mondes, qui sont accessibles à tous les héros comme les armes des damnés. Donc, ce sont les artefacts de pouvoir, qui sont le premier, cape de la lune croissante. Les traits de bataille esprit impérissable annulent les blessures infligées par les armes de mêlée qui sont allouées au porteur sur 5+, au lieu de 6+. Donc, esprit impérissable, c'est, je vous rappelle, le fameux feel no pain de vos héros et qui s'étendent aux unités autour. Donc là, spécifiquement au corps à corps, le feel no pain est sur du 5+, et pas du 6+, ça peut être très intéressant à nouveau pour lui faire de la survivabilité. C'est à vous de voir. Est-ce qu'il est plus efficace de leur faire un -1 pour toucher ou d'avoir un feel no pain à 5+ au corps à corps? Alors, dans les faits, s'il n'existait pas le concept de la blessure mortelle, ce serait le -1 pour toucher qui serait le plus efficace. Mais aujourd'hui, il existe la possibilité de se prendre des blessures mortelles au corps à corps, donc la cape de la lune croissante est à prendre en compte. Personnellement, comme je milite pour un format de jeu où les blessures mortelles soient des événements un peu plus exceptionnels, donc limités à la magie et à des aptitudes très précises chez certaines unités, un petit peu comme c'est le cas chez les paladins, par exemple prenons les rétributors chez les Stormcast Eternal, les paladins rétributors, où on a une unité d'élite qui va cogner très très fort, et l'une des figurines, ou 2 figurines sur 5, eh bien, vont avoir une aptitude spéciale, une arme spéciale qui va infliger des blessures mortelles. Ça va être quelque chose de très ponctuel, de très spécifique à une unité, voilà, pas quelque chose de généralisé, comme, de trop commun, je trouve, comme on a actuellement dans une trop grande majorité de factions aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, effectivement, la cape de la lune croissante est peut-être quelque chose à prendre en compte dans notre format de jeu actuel, mais comme je milite personnellement pour quelque chose avec moins de blessures mortelles, j'encouragerais davantage à aller chercher la lame stridente. Deuxième objet, pendentif du vent cruel. Vous pouvez ajouter 3 pouces aux mouvements normaux effectués par les unités Nighthaunt amies qui sont entièrement à 12 pouces ou moins du porteur au début de ce mouvement normal. Donc, alors, cet objet prend en compte votre propre figurine, normalement. Voyons vite fait s'il y a une petite règle. Non. 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 Donc non, effectivement, il n'y a pas d'information à ce sujet. Donc clairement, cet objet est très 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 fort. Il permet donc de booster votre mouvement avec votre héros. Ça peut être très efficace, notamment pour permettre à un héros qui a un mouvement de base de 5 d'aller accompagner des unités qui ont normalement un mouvement de 8. Ça peut être très efficace pour permettre justement à un héros qui a un bon mouvement, comme par exemple votre Night Shroud sur Celestial Steel, sur monture, et bien pour pouvoir permettre aux unités qui l'accompagnent, donc le Night of Shroud sur Celestial Steel, il a un mouvement de 12, bien, les autres unités très fortes, intéressantes, comme les Bad Guys Covenant, les Dread Citaridan et les Grimghast Reapers, vont avoir un mouvement de 8, comme ça, et bien hop là, vous leur donnez un mouvement de 11, ça leur permet de suivre de manière convenable votre héros et bénéficier du +1 attaque avec l'habitude de commandement de votre Night of Shroud, sachant que ce sont 3 unités qui spécifiquement bénéficient, décuplent leur puissance grâce à ça. Donc ça peut être, voilà, là on a un combo de base, une synergie de base qui est quelque chose que d'ailleurs j'ai mis en pratique dans l'élite armée que je vais vous présenter dans la deuxième partie de soirée. Ensuite, troisième objet, anneau d'affreux traits. Lorsque le porteur combat, s'il inflige une ou plusieurs blessures avec ses armes de mêlée, vous pouvez infliger des 3 blessures mortelles à une unité à 3 pouces ou moins du porteur, après que toutes les attaques du porteur ont été résolues. Bon, écoutez, ce sont des blessures qui vont être
assez pratique. Surtout à petit format, ça peut être très fort. Dans une armée à moins de 1000 points, ça peut être très intéressant d'infliger ces 3 blessures mortelles aux unités adverses. Dans un format à 2000 points, ces D3 blessures mortelles vont être un peu anecdotiques. Donc, tout dépend en fait quel est le rôle que vous allez avoir donné, que vous avez donné à ce héros. Si vraiment vous partez sur un héros un peu chasseur, donc si vraiment vous voulez vraiment jouer un Lord Exécutionneur, ou si vous êtes parti sur votre Dreadblade Arrow, éventuellement ça peut être intéressant. Néanmoins, on l'a vu avec les objets, on a déjà sorti 3 objets qui faisaient le débat, à savoir est-ce que je vais prendre celui-là, prendre celui-ci, etc. Ce sort-là, cet objet-là, du coup, forcément, ne tient pas la comparaison par rapport à ce qu'on a vu avant. Mais à petit format, ça peut faire la différence pour achever une unité ou un héros. Miroir des âmes hurlantes, 4e objet. Au début de phase de tir, jetez 2d6 pour chaque unité ennemie à 8 ou moins du porteur. Si le jet est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité, elle subit une blessure mortelle. Alors, je vous rappelle, votre héros va infliger un -1 à la bravoure adverse. Donc là, ça peut être... Sauf que c'est par unité. Donc c'est au mieux, vous allez infliger une blessure mortelle à 2 unités. C'est pas fou. C'est pas fou. Même dans un petit format, c'est pas intéressant. Malheureusement. Malheureusement. Ce serait... ce serait par exemple, vous infliger à chaque unité la différence entre le résultat obtenu et la stat de blessure, là ce serait... et la stat de bravoure, là ce serait intéressant. D'accord? Là ce serait intéressant. Mais là, malheureusement... pour infliger une blessure mortelle à 1 ou 2 unités, c'est pas intéressant du tout. Grimoire de minuit. Le porteur devient un sorcier et connaît les sorts très magiques et boucliers mystiques, ainsi que un sort du domaine des sous-mondes. Il peut tenter de lancer un sort à chacune de vos phases d'héros et de dissiper un sort à chacune des phases de héros adverses. Si le porteur est déjà un sorcier, il peut à la place tenter de lancer un sort supplémentaire à chacune de vos phases d'héros. Attention, si votre porteur est déjà un sorcier, il peut lancer un sort supplémentaire. Il n'a pas une option de dissipation supplémentaire. Donc c'est plus intéressant de le filer à un personnage non sorcier qu'à un sorcier. Malheureusement. Enfin malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'au moins vous allez bénéficier d'une dissipation supplémentaire. Ce qui ne serait pas le cas si vous le donniez à un sorcier. Donc... ça, c'est un objet qui peut être pris en compte, notamment si à petit format, vous n'avez pas trouvé les 130 points ou les 140 points, je ne sais plus, nécessaires pour jouer un Guardian of Soul. Donc voilà. Comme ça m'ennuie de vous donner une information incomplète, on va tout de suite vérifier. Guardian of Soul, 140 points, c'est ça. Je crois pas qu'il ait baissé de 2 points. Je crois qu'il est toujours à 140 points. Peut-être qu'il est passé à... Oh, peu m'importe. Donc voilà, de toute façon vous ne lui donnerez pas cet objet magique à votre Guardian of Soul, vous le donnerez éventuellement à un Knight of Shroud sur Celestial Steel, ou par exemple un Dreadblade Arrow, un Lord Exécutionneur si vous tenez vraiment à jouer un Lord Exécutionneur. Ou éventuellement un Spirit Tourment. Ensuite, familier avide. Au début de la phase de combat, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces ou moins du porteur. Sur 2+, l'unité subit une blessure mortelle. C'est même moins bien que l'objet numéro 4. Et on est sur quelque chose qui se veut similaire. Donc là, excusez-moi, c'est un coup dans l'eau. Ce 6e objet n'a aucun intérêt. Bon, écoutez, jusque-là, on a, parmi tous les objets qui sont accessibles à tous les héros, on en a donc récupératif 2 armes intéressantes, la 5e et la 6e arme, et parmi les objets, ici les reliques, on a 3 objets intéressants, le premier, le 2e et le 5e. Ensuite, il nous reste une catégorie d'objets, les lanternes infernales, qui sont limitées au Guardian of Souls. Il y a 3 objets disponibles. Le premier, éclat de l'une des moissons. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, le porteur peut utiliser cet artefact. S'il le fait, vous pouvez relancer les jeux de touche ratés pour les attaques effectuées par des unités Knight ou amis qui sont entièrement à 12 pouces ou moins du porteur lorsqu'elle attaque à cette phase de combat.
très 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 fort. Alors c'est très très fort. Ça peut vraiment faire vous permettre à une phase de combat précise de focus toute votre puissance d'attaque. Déjà votre Guardian of Soul, il fait un +1 pour blesser aux unités proches. Et là maintenant vous pouvez relancer les jets de touche. Hein. On sait que la moyenne quasiment toutes vos troupes touchent sur du 4+, ben là ça fait une grosse différence hein, de réussite. Voilà, très très fort, très bon fiabilisateur, ça vous permet d'avoir une phase de combat qui peut être dévastatrice. Ensuite, deuxième objet, lanterne de source lumière. Ajoutez 1 au jet de lancement pour le porteur. Bon, bah écoutez, si vous êtes gêné par l'utilisation d'un objet qui ne va s'activer qu'une seule fois par bataille, ben vous pouvez avoir aucun souci, prendre cet objet-là, il ne pourra pas vous décevoir, entre guillemets. Ensuite, derniers objets. Fanal de Nagashizar. Si le porteur lance avec succès le sort Leur Spectacle, sans qu'il soit dissipé, alors à la place des effets normaux du sort, vous pouvez soit guérir D6 plus 3 blessures qui ont été allouées à la cible, soit, si aucune blessure n'est allouée à la cible, restituer un nombre de figurines tuées d'une valeur combinée de caractéristiques de blessure inférieure ou égale à D6 plus 3. Donc, rappelons, je l'avais déjà réglé là, rappelons le Guardian of Soul, ce que c'est que le fanal que le leurre spectral. Donc le leurre spectral, c'est cette règle-là, ici. Leurre spectral a une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez une unité invocable de Nighthaunt ami qui est entièrement à 18 pouces ou moins de lanceur. Vous pouvez soit guérir des 6 blessures qui ont été allouées à l'unité choisie. Si aucune blessure n'est allouée actuellement à l'unité, faites revenir un nombre de figurines dont la somme de caractéristiques de blessure est inférieure ou égale à un jet de D6. Donc en fait, tout simplement, le fanal de Nagashizar fait du D6 plus 3, D6 plus 3. Et ça fait une différence d'effet, de qualité du sort qui est incommensurable. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, cet objet-là, bon, il est très nettement supérieur par rapport à la lanterne de source lumière, qui fait un +1 pour lancer le sort. Et... Pardon. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus intéressant que l'éclat de lune moisson. Et cela parce que, notamment, l'éclat de lune moisson, ça vous demande de ne pas vous foirer sur la fameuse phase de combat que vous souhaitez optimiser. Sachant que ce sort est, entre guillemets, parce qu'il y a d'autres choses, mais entre guillemets, votre principale et quasiment unique source de survivabilité générique pour toute votre armée. Les Nighthaunt n'ont pas les fameuses fosses communes qui permettent de ressusciter des cadavres. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'armée le truc de... comment il s'appelle le boss des morts-vivants. Légion of Nagash. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui appartient, qui est un trait de bataille de chez les Légions of Nagash. Donc quand vous jouez en full Nighthaunt, vous n'avez pas les fameuses fosses communes. Donc ce sort, l'heure spectrale, est votre principale source pour maintenir la puissance, la quantité de figurines dans vos unités. Donc le +3, il est significatif. Mais vraiment, il fait la différence. Il fait vraiment la différence. Donc là, on a vraiment, parmi tous les objets qu'on a cités, entre guillemets, c'est avec celui qui va faire un bonus en mouvement et celui qui va rajouter de la survivabilité à votre héros, le sort, enfin l'objet, pardon, je dis sort, mais l'objet que vous allez chercher à prendre. En fait, c'est simple. À partir du moment où vous avez un Guardian of Soul et vous avez la possibilité de mettre un objet, vous allez d'abord mettre celui-là et ensuite aller voir les autres. Voilà. C'est moi ce que je dis. Après, sans doute que d'autres répliqueraient qu'il est plus intéressant de pouvoir permettre à une unité de relancer ses jets de blessure à une phase de combat spécifique. Pour moi, c'est un peu trop gamble. Parce que c'est à prendre en compte que vous allez avoir l'opportunité d'avoir une phase de combat qui sera particulièrement décisive. Et parfois,
vous faites un petit peu dicter les phases de combat par votre adversaire, et vous n'avez pas trop le choix. Sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, même si vous avez des unités qui sont très fiables chez les Night Hunt, vous n'avez pas une unité qui, à elle seule, vous êtes sûr et certain qu'elle va faire le café et renverser le cours d'une bataille à elle seule, comme ça peut être le cas chez les Sanclas éternelles avec les évocateurs. Donc voilà, la question de cette fameuse phase de combat pour une unité spécifique, vous voulez lui permettre de relancer ses jets de touche. Voilà, la question, voilà, c'est plus discutable pour rentabiliser. Ceci étant dit, nous allons entrer dans la seconde partie de soirée. Je vous remercie pour votre attention YouTube et les chers spectateurs de YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo.